On vous parlait de la colère agricole qui repart pour un acte 2. Une autre colère bruisse depuis des semaines parmi les chauffeurs VTC qui manifestent régulièrement leur ras-le-bol vis-à-vis des conditions de travail toujours plus précaires. On en parle avec le secrétaire national du syndicat INV VTC, Brahim Ben Ali, qui est avec nous par visioconférence. Bonjour Brahim Ben Ali. Bonsoir. Alors, je le disais, les chauffeurs VTC ont lancé de nombreuses actions depuis plusieurs semaines partout en France. Il y a cette mobilisation à Lyon, par exemple, manifestation contre ce que vous appelez le système mafieux d'Uber. Il y a quelques jours aussi, votre syndicat a également organisé une opération escargot à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler plus précisément les revendications de ce mouvement qui est en train de grandir? Alors, je vais commencer déjà par le commencement, c'est-à-dire que ça fait déjà 2 semaines qu'on se mobilise. Donc, je suis à l'initiative de plusieurs actions, dont une action toulousaine avec des camarades qui se sont mobilisés en force. Ensuite, Paris. Paris, la particularité, c'est qu'il y a un noyautage. Aujourd'hui, on a donc une DOPC, une préfecture, qui à chaque fois nous interdit de manifester. Donc, à chaque fois qu'on veut manifester, il y a un noyautage. Donc, on veut faire revendiquer tout simplement nos droits. Nos droits sont très simples aujourd'hui, c'est qu'il y a une ubérisation tentaculaire qui touche tous les secteurs d'activité. Nous, il faut dire qu'il y a un appauvrissement du chauffeur VTC. Aujourd'hui, voilà, on leur dit qu'ils sont patrons, c'est juste une fable macroniste, hein, à savoir qu'ils sont enchaînés à leurs dettes. Aujourd'hui, il y a des accords via un dialogue social qui est totalement biaisé, une autorité publique qui était censée réguler et qui régule, voilà, rien du tout, et qui est juste là pour regarder la table de ping-pong entre nous et les plateformes numériques, qui même avec des accords bidons ne les respectent même pas en fait. Aujourd'hui, c'est la dégringolade sociale, on est dans un rond-point sans sortie, et la réponse de ces plateformes, c'est d'augmenter la commission à 45%. C'est-à-dire qu'on a baissé les tarifs et on augmente la commission à 45%. Et pour terminer, le point le plus important, c'est qu'on est en train d'inonder le marché avec des chauffeurs. Cette machine à précarité, on est en train de l'alimenter avec des gens qui ne connaissent pas les conditions de travail et qui se retrouvent enchaînés à un boulet. Et le boulet, c'est quoi? C'est le véhicule. C'est-à-dire qu'ils sont sous crédit pendant 3 ans et ils n'ont pas le choix que de travailler. Alors, comment concrètement ces conditions difficiles de gestion avec Uber affectent la vie des chauffeurs? Ben, mon algorithme est un patron. Sauf que celui qui dirige l'algorithme, c'est l'humain, c'est-à-dire Uber, qui aujourd'hui est en train d'orchestrer, organiser donc, mon quotidien, et qui refuse aujourd'hui que moi, en tant qu'indépendant, ben, je puisse critiquer, organiser, ou même décider de ma tarification. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que je paye la TVA à la place de la plateforme Uber. C'est-à-dire qu'elle se dédouane de ses obligations sociales, fiscales, et moi, je dois payer la facture. Donc aujourd'hui, je suis enchaîné de partout. Donc, il n'y a aucun pouvoir. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des décisions donc, du Conseil des prud'hommes. Les conseils des prud'hommes disent clairement, de par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020, que les chauffeurs VTC ne sont pas des indépendants, qu'ils sont bien subordonnés et de ce fait, qu'ils sont bien salariés. Et donc, en fait, eux considèrent que c'est un cas d'espèce isolé et que ça fait jurisprudence que lorsque le chauffeur saisit, ok, il n'y a pas de problème, sauf que nous, on s'est battu pour une directive européenne, pour mettre la présomption de salariat, pour mettre le renversement de la charge de la preuve. On a eu le chef d'orchestre, Emmanuel Macron, qui s'est opposé à tout ça, qui est parti au devant de la scène pour protéger les intérêts des plateformes numériques, il faut le savoir. Là, on a réussi à avoir une version un peu altérée de la directive européenne. Il va falloir encore attendre 2 ans pour pouvoir transposer cette directive européenne pour changer un peu les conditions de travail. Mais aujourd'hui, faute de constater que aucune autorité n'a d'autorité contre Uber. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, même si on veut dénoncer la concurrence déloyale, la vente à perte, le travail dissimulé et j'en passe, personne ne s'est saisi de ces questions parce qu'il y a un noyautage de tous, c'est-à-dire de l'inspection du travail, de toute autorité qui souhaiterait contrôler cette plateforme numérique. Et derrière, je suis désolé, hein, je le dis en live, moi je subis une répression. Comme dernièrement, j'ai eu une visite d'un policier à 22h chez moi, à 22h pendant mon absence, voilà, pour aller voir mon épouse et dire une manifestation est interdite. Mais dans quel monde on vit en fait? Dans quel monde on vit? On va voir un syndicaliste alors que moi je réponds par mail que j'ai bien pris note de la
dixième, millième interdiction de manifestation, d'accord? Et on vient chez moi à 22 heures pour me notifier d'une interdiction. En fait, on vit dans quel monde, en fait? Le syndicalisme est en danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire valoir les droits de ces travailleurs ultra précarisés, pour certains qui meurent, on a perdu 3 collègues qui sont morts d'une crise cardiaque au volant, dont dernièrement au terminal 2E. Personne n'en parle. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui meurent de cette profession? Et je ne parle même pas des conditions des livreurs qui sont exploités jour par jour. Là, en ce moment, il pleut, on les exploite à coups d'algorithme. Donc voilà, les conditions, c'est quoi? Le tâcheronnage à gogo et vous serez tous touchés. Pourquoi? Parce que moi, je suis en contact avec des moniteurs d'auto-école qui sont ubérisés. Ils sont en train de basculer le modèle salarial vers le modèle des auto-entrepreneurs. Tout le monde sera ubérisé. Tous les indépendants seront contrôlés par ce fameux algorithme, mon patron. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui, au-delà de cette directive européenne dont vous parliez, est-ce qu'il existe des canaux de discussion au moins entre vous et Uber? Est-ce qu'il vous donne l'impression au moins de vous écouter, sinon de prendre à bras le corps cette question? Est-ce qu'il y a des avancées? Non, il n'y a pas d'avancée parce que quand vous avez un gérant de paille, excusez-moi de le dire, c'est un gérant de paille. C'est-à-dire que les décisionnaires sont à San Francisco. Moi, je suis parti, j'ai voyagé à San Francisco devant le siège d'Uber. J'ai vu ce qui se passait, la précarité, c'est-à-dire les chauffeurs qui vivaient dans leur véhicule, qui étaient expulsés de chez eux parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer. Et quand on rencontre Uber là-bas, les chefs décisionnaires vous disent quoi? Nous, on vous ferme la porte. Parlez avec nos représentants français. Sauf que quand on discute avec ces fameux représentants français, ils vous disent que les décisions sont prises à San Francisco. Avec qui voulez-vous parler aujourd'hui, à part avec des gérants de paille qui, pour certains, je vous le dis, quand on discute avec eux, s'amusent sur leur téléphone. Voilà. Font des grimaces, des expressions du visage. Quand on leur dit « nous sommes indépendants », ils ne veulent rien entendre. Aujourd'hui, ils vous invoquent le totem d'immunité sur la tarification, sur la constitution d'un portefeuille client, et j'en passe. Donc, à quel moment nous sommes indépendants si nous sommes enchaînés à des contraintes? Alors, vous le disiez un petit peu de manière subliminale, Emmanuel Macron a joué un rôle dans l'implantation d'Uber en France. Ce fait est documenté, notamment par de nombreuses enquêtes. Du côté des politiques aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu un changement de gouvernement, est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, vous avez un petit peu d'espoir? C'est une question presque rhétorique. Et quel rôle peut jouer ce gouvernement pour au moins essayer d'améliorer les choses? Alors, la réponse est très simple. Qui a-t-on nommé au ministère du Travail? Une ancienne lobbyiste d'Uber et de McKinsey. Voilà la réponse. Est-ce que ça a changé? Non, c'est encore pire. On bascule vraiment vers le fin fond du gouffre. Donc, j'ai envie de vous dire, quand on nomme des personnes qui, voilà, déjà, conflit d'intérêts, étaient en train de gérer des dossiers de ces plateformes et j'en passe, moi, je vois que réellement la réponse, donc, à nos revendications, c'est un mur. C'est un mur. On a construit un mur, d'accord? Et pour justement essayer de discuter avec ces personnes-là, je suis désolé, c'est la politique de l'autruche. Donc, changement de gouvernement, j'ai envie de vous dire, quand on voit les conditions de travail sont encore pires et ils sont toujours aux manœuvres, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Donc, on n'a pas changé de personnes qui, justement, défendent les intérêts des plateformes numériques. Alors, dans le cas des agriculteurs qui mènent aussi un mouvement social là depuis le week-end dernier, on a entendu le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre Bruno Retailleau, dire qu'il n'y aura aucune tolérance zéro en cas de blocage. Est-ce que vous craignez qu'ils réagissent de la même façon dans votre cas, dans vos actions? C'est déjà le cas, hein. J'ai subi des détentions arbitraires, des gardes à vue sans justification. Je pense que, je vous le dis honnêtement, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc, oui, dans tous les cas, on risque effectivement à chaque instant d'être privé de nos droits. Donc, c'est pas nouveau. Mais il y a un durcissement, effectivement. Dernièrement, moi, je le vois quand je dépose un préavis, j'ai l'impression que finalement, ils veulent interdire le droit à la grève. Je pense que quand on regarde le discours de Bruno Retailleau aujourd'hui, vraiment, on est dans cette optique-là de dire ben, pourquoi mettre des grèves en place? On pourrait les interdire. Donc, vous avez vu qu'en ce moment, c'est quand même une question. Est-ce qu'on pourrait interdire le droit à la grève pendant certaines périodes? Mais vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on manifeste. Quand on veut manifester dernièrement au siège, nous, on n'a pas voulu embêter les concitoyens. Mais imaginez-vous quand vous arrivez devant le siège d'Uber, où vous avez un hélicoptère, des cartes de CRS qui entourent l'entreprise Uber. Ça veut dire qu'on utilise les forces de l'ordre pour protéger les intérêts d'une société américaine, alors qu'on ne peut même pas aller revendiquer nos droits.
Dites-moi où on peut aller les revendiquer. À chaque fois qu'on dépose un préavis, c'est pas là, c'est pas le bon moment, ceci, cela, c'est les fêtes. Enfin, je suis désolé. Aujourd'hui, je le redis, nous sommes tous impactés. Je soutiens vraiment les agriculteurs qui, depuis des années, se battent. Mais je le redis encore une fois, c'est une souffrance générale. Tout le monde est en train de souffrir, excusez-moi, et tant nous ne sommes pas ensemble dans cette convergence, nous n'arriverons à rien. Donc oui, moi, je vous le dis, à tout moment, nous risquons donc des sanctions. Comme dernièrement, on a voulu bloquer Rungis. On s'est retrouvé avec un barrage, il n'y a pas très longtemps de ça, hein, je vous parle il n'y a même pas quelques jours de ça. On s'est retrouvé avec un barrage impressionnant de policiers. Donc, quand on bloque Rungis, ce n'est pas pour aller paralyser les travailleurs ou embêter les concitoyens. C'est pour dire que c'est le seul moyen de pression. Voilà. Alors, c'est un combat de longue haleine qui dure depuis plusieurs années contre Uber. Que vous disent vos collègues et vous-même? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a un sentiment de lassitude avec le temps? Et est-ce que certains pensent à simplement abandonner, changer de profession après autant d'énergie mise dans le combat? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai sacrifié ma famille et mon temps. Mon temps que j'aurais pu consacrer à voir grandir mes enfants. Et je pense à tous mes camarades qui sont aussi malheureusement dans cette phase-là, où certains ne voient pas leurs enfants, où certains sont tellement fatigués qu'ils s'endorment au volant, où certains malheureusement voilà, divorcent de leur épouse parce qu'il y a une déconnexion sociale totale. Euh, Moi, je vous le dis honnêtement, la lassitude, je ne pense pas. Même les nouveaux, la nouvelle génération, pour certains chauffeurs qui viennent à peine de démarrer, il y a un mois ou 2 mois, nous disent on rejoint le combat. C'est pour ça qu'on a mené des opérations qu'on appelle les Black Day VTC, les journées noires, où en fait l'idée, c'est que chaque ville en France puisse s'organiser, manifester pour qu'on ait une manifestation en continu. Donc il n'y a pas de lassitude. Nous irons jusqu'au bout. De toute façon, je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Quand vous avez des dettes, quand vous êtes enchaîné à vos dettes, quand aujourd'hui vous voyez plus les membres de votre famille, il n'est plus question de nous. Il est question de la nouvelle génération, de nos enfants. Qu'adviendra-t-il de nos enfants si on ne fait rien? Donc, la lassitude n'est pas un mot acceptable chez nous. La seule chose qui est acceptable, c'est la lutte continue. Alors, il y a clairement un climat de crise sociale. Les agriculteurs, les cheminots également, les pompiers, vous, les VTC, est-ce que vous plaidez pour une convergence des luttes? Mais je suis le premier à le dire, ça fait des années. Je suis désolé pour certains camarades agriculteurs. Nous avions déjà proposé cette convergence. On nous a dit, mais c'est pas possible parce que les revendications sont pas les mêmes. Je vous rappelle que c'est une crise sociale de grande envergure. Effectivement, nous avons nos problématiques, mais n'est-il pas temps de mettre nos égos de côté? N'est-il pas temps de tout simplement être ensemble? Parce que si nous sommes dispersés, si nous sommes isolés, ça va donner plus le temps aux autres, à l'opposition, de pouvoir nous museler. Et c'est important de le dire. Je vous donne un exemple très simple, je fais un parallèle. Dernièrement, j'ai dénoncé un rendez-vous, vous savez, entre le PDG d'Uber, Dara Khoshachi, et Emmanuel Macron. Et qui y avait dans ce rendez-vous-là? Il y avait Yannick Bolloré et d'autres têtes, la fille de Martin Bouygues, et j'en passe, qui étaient donc au pavillon Gabriel en train de discuter d'ubérisation. Comment on va ubériser tous les secteurs? Donc, il n'y a pas une convergence. Eux, ils font la convergence entre eux. Ils se donnent des rendez-vous, ils la font dans des pavillons. Est-ce que nous, on n'est pas capable de converger ensemble? Oui, c'est le moment, je le dis. Et j'appelle à la convergence. Et enfin, dernière question, quelles sont les prochaines étapes dans ce mouvement? Est-ce qu'il y a d'autres grandes actions qui sont prévues dans les prochaines semaines, les prochains jours peut-être? Toutes les semaines, demain, nous, on a rendez-vous porte-maillot. Donc, du coup, on sera rassemblés encore une fois dans une espèce d'étable comme des moutons de panurge parce que ce gouvernement a décidé hein, qu'on reste sur le côté du trottoir. Mais ça ne va pas nous démoraliser tout ça. Nous, on va continuer nos opérations coup de poing. On a prévenu. Il y a un moment, vous savez, à force de parquer les manifestants, à force de les empêcher de manifester, il y aura une implosion. Et ça va arriver, c'est ce qui est en train de se passer. Donc nous, on est en train d'appeler au durcissement en respectant bien évidemment les concitoyens, en respectant l'humain. Mais aujourd'hui, l'humain, c'est aussi nous, c'est-à-dire les petites personnes qui sont dans l'ombre, les tâcherons, ceux qu'on veut rendre invisibles. Il faut absolument qu'on soit visible. Et pour ça, ça va passer par des opérations coup de poing. Donc il faut absolument que tout le monde comprenne qu'on n'est pas là pour embêter le petit travailleur qui va travailler. Nous, aujourd'hui, on ne génère plus de profit, on ne génère plus rien.
nous manifestons pour l'avenir de nos enfants. Donc oui, il y aura des opérations à venir. Oui, tous les jours, une ville sera choisie pour coordonner une opération. Et ces opérations, on les a appelées les Black Day VTC. Donc les journées noires, elles seront de plus en plus noires. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comprendre à ce gouvernement, il est hors de question qu'on se laisse faire. Merci beaucoup, Brahim Ben Ali, secrétaire national du syndicat INV VTC, de nous avoir consacré quelques minutes pour parler donc de cette mobilisation des chauffeurs VTC, donc pour de meilleures conditions de travail.